Vous savez donc, nous parlons de l'équivalent d'un homme d'âge moyen qui se rend soudain compte qu'il a passé toute sa vie assis à son bureau. Il est en surpoids, il boit trop, il fume trop, il a eu une crise cardiaque et le médecin lui a dit, tu dois changer ta façon de vivre, tu dois tout reprendre en main. J'ai été contacté ce printemps par un chercheur travaillant pour l'UE et il m'a dit qu'il voulait utiliser ma chaîne YouTube comme plateforme pour faire connaître davantage cette préoccupation. Donc, c'est ce que nous faisons ici. Vous informer et vous donner quelques idées pour améliorer les sols en Europe et partout dans le monde. Et j'interviewe Adam, qui est le scientifique, et donc il apporte le point de vue scientifique. Ensuite, il dit, les agriculteurs n'écoutent pas les scientifiques comme moi, mais leur père. Alors, on s'est dit que ce serait intéressant de relier ces commentaires à ce que fait mon fils Jack. Il termine sa première année d'agriculture biologique. Il a 28 ans maintenant, il a toujours travaillé sur la terre et il est passionné par le sol. Donc, on va voir comment il peut concrétiser ce désir d'améliorer son sol, ce qu'il reconnaît. Et la plupart des agriculteurs le savent, ils savent qu'ils doivent prendre soin du sol. Ils n'ont pas vraiment été bien informés, bien guidés ou vraiment encouragés en réalité. Cela ferait une grande différence si c'était économiquement plus facile pour les agriculteurs de mieux travailler leur sol. Alors, plongeons dans mon entretien avec Adam et découvrons ce qu'il fait dans l'initiative de l'UE. Je m'appelle Adam O'Toole, je suis scientifique des sols et je travaille pour Nibio en Norvège. Nous participons à un projet de sensibilisation au sol appelé PrepSol, financé par l'UE, et cela fait partie de la mission Sol, une mission européenne sur les sols. Et nous menons notre propre petite mission pour augmenter le niveau de sensibilisation au sol à travers l'Europe. Vous savez, la compréhension des gens de ce qu'est le sol, pourquoi il est important, et l'état actuel de la santé des sols en Europe. Et que peut-on faire pour l'améliorer? Pour que nous ayons tous, vous savez, de belles collines verdoyantes comme celles que vous voyez derrière moi, qui, vous savez, remplissent leur rôle. Comment définiriez-vous un sol de meilleure qualité dans ce contexte? Nous parlons de la notion de santé des sols. Vous savez, il existe des sols qui sont en mauvaise santé, qui ne fonctionnent pas comme ils le devraient, ils ne produisent pas un rendement élevé et ils peuvent émettre plus de gaz à effet de serre qu'ils ne le devraient. Peut-être qu'une grande partie des nutriments est perdue. L'opposé de cela, ce sont donc de meilleurs sols, donc des sols qui maintiennent leur niveau de matière organique ou, idéalement, qui augmentent le niveau de matière organique. Des sols capables de retenir l'eau pour que les plantes puissent l'utiliser. Elle ne s'évacue pas facilement ou le sol lui-même ne s'érode pas, ce qui est un énorme problème. C'est ce qu'on appelle l'érosion. Et il y a aussi l'idée que le sol est également un habitat. Oui, donc en jardinage, je pense que la méthode sans labour ni bêchage offre beaucoup de solutions. C'est peut-être un peu différent en agriculture. Je pense vraiment que le non-labour fait clairement partie de l'équation, vous savez, mais ce n'est qu'une partie de l'équation. Mais tu serais aussi, je crois, d'accord pour dire que ce n'est pas la solution miracle pour stopper la dégradation des sols. Et l'exemple classique pour ça, c'est ici en Australie, où pratiquement toutes les zones de culture sont maintenant en non-labour à grande échelle sur de vastes superficies, ce qui signifie essentiellement qu'ils ne retournent pas le sol, ils ne retournent pas le sol, travail du sol minimal, vraiment minimal. Mais ils le font par nécessité, parce qu'ils ont appris à leurs dépens qu'en important le labour européen avec retournement, que ce n'est tout simplement pas économique, ça coûte trop cher, et en fait, ça ne fonctionne pas vraiment dans ces environnements plus sensibles. Donc, mais malgré la présence du semi-direct, au moins depuis les années 1980, cela n'a toujours pas arrêté le déclin de la matière organique du sol. Donc, cela montre que ce n'est qu'une partie de l'équation, cela va ralentir le déclin de la matière organique, mais ça ne va pas l'arrêter. Et donc, il y a tellement d'autres choses à faire pour soit maintenir les niveaux actuels de matière organique, soit les amener à un niveau supérieur. Oui, donc le semi-direct n'est qu'un des nombreux facteurs en jeu, mais vous avez quelque chose qui s'appelle le pacte pour les sols en Europe.
Oui, donc l'Union européenne, ces dernières années, a consacré beaucoup de ses fonds de recherche et développement à s'attaquer à certains grands problèmes de société. Et celle dont nous parlons aujourd'hui, c'est la mission sol. Il a été dit que 75% des sols agricoles en Europe sont en réalité en mauvaise santé. Et il y a un objectif avec ce pacte pour les sols ou cette mission sol d'inverser cette situation de sorte que dans les 7 prochaines années, en fait, d'ici 2030, c'est 75% soit dans un état sain. Ça a l'air formidable, mais comment? Comment cela va-t-il se faire? Donc, oui, ce n'est pas facile. Il ne reste que 7 ans, n'est-ce pas? Donc, l'Union européenne a en fait quelque chose d'assez audacieux et ambitieux. Et rappelez-vous, il s'agit d'un programme de recherche et développement. Donc, dans le passé, la façon conventionnelle de résoudre les problèmes était de rassembler nos personnes les plus intelligentes, nos plus grands scientifiques, de leur donner beaucoup d'argent et de les laisser trouver des solutions à ces problèmes. Écrivons un chèque et, s'il vous plaît, chers scientifiques brillants, résolvez le problème pour nous. Eh bien, le problème, c'est que nous faisons cela depuis longtemps et les sols ne s'améliorent pas, n'est-ce pas? Alors, ils ont pris l'initiative ambitieuse de dire, eh bien, essayons quelque chose de différent. Donc, ils veulent lancer 100 ce qu'ils appellent des laboratoires vivants à travers l'Europe. Ce n'est qu'un début, mais c'est en quelque sorte un modèle de la façon dont ils veulent procéder. Et ils veulent mettre l'agriculteur au premier plan comme acteur central dans ce processus de recherche et d'innovation sur la façon de changer les choses. Au final, ce sont eux derrière le tracteur, non? Oui, c'est eux qui ont la fourche à la main. Votre idée est que ces laboratoires vivants servent de graines, diffusant connaissances et idées autour d'eux. Oui, c'est ce qu'on espère. Et beaucoup d'agriculteurs ont déjà une sorte de scepticisme naturel envers les scientifiques comme moi. Et il est d'ailleurs bien prouvé, grâce à la recherche sociale, que les agriculteurs sont plus enclins à écouter leurs pairs et à se tourner vers eux pour acquérir des connaissances et de l'innovation. Alors, pourquoi ne pas partir de ce constat? Si c'est le cas, laissons-les collaborer. Laissons-les apprendre les uns des autres. Les scientifiques peuvent être impliqués et utiliser leurs compétences en analyse de données, ainsi que leurs méthodes scientifiques pour les aider dans le processus, mais sans forcément être ceux qui s'assoient et se demandent « Oh, sur quoi allons-nous faire des recherches maintenant ?» Vous voyez, il faut donc que ce soit une sorte de collaboration, de façon à ce que les problèmes résolus soient ceux dont les agriculteurs ont besoin et pas forcément ceux que le scientifique veut étudier parce que cela semble intéressant pour un article de recherche. Oui, car nous avons déjà eu cette discussion entre nous et avec mon fils Jack, agriculteur, que nous verrons plus tard dans la vidéo. Et vous savez, il est un peu contrarié parce que les agriculteurs sont tellement présentés comme les mauvais acteurs qui détruisent l'environnement. Et ils ne font que suivre les incitations créées par les subventions publiques et les prix pour gagner leur vie, ce que beaucoup d'entre eux n'arrivent même pas à faire. Donc, c'est là que, oui, si cette étude peut vraiment aider à résoudre ces problèmes, je pense que ce serait incroyable. Oui, ce que je demanderais, ce que j'encouragerais les gens à faire, c'est en quelque sorte de toujours se demander qu'est-ce que la personne moyenne peut faire. Et la Mission pour les sols a élaboré un manifeste de la Mission pour les sols qui est en gros quelque chose que vous pouvez signer pour dire que vous soutenez l'idée de sols sains en Europe. Mettez simplement votre nom derrière, cela n'entraîne aucune autre obligation. Cela permet une reconnaissance et montre que nous construisons un mouvement. Super. Eh bien, merci beaucoup pour cela. Nous avons hâte d'en entendre plus sur ce projet incroyable et je vous souhaite beaucoup de succès avec celui-ci. Oui, continuez. Super, merci Charles Dowding. Il se passe donc beaucoup de choses dont on n'entend pas beaucoup parler. Jetez un œil au lien du site web que nous donnons où vous pouvez signer cette pétition pour les sols. Cela fera une différence, chaque petit geste compte. Et de même, maintenant, nous allons voir ce que fait Jack. Ce n'est pas la plus belle période de l'année pour visiter une ferme. Il fait humide, c'est la fin de l'automne. Le sol semble assez triste, surtout là où Jack utilise des machines, contrairement aux jardiniers amateurs qui travaillent à la main.
Je me tiens juste à côté d'un couvert végétal bio sans labour qui a en fait dû être détruit par le gel dans un jardin déjà établi où j'apporte du compost. Et c'est très différent de la ferme de Jack où il ne peut pas utiliser autant de matière organique. Il en utilise autant qu'il peut. Et vous verrez que ce n'est pas aussi beau qu'ici. Excusez l'état du terrain, mais vous aurez une idée de ce qui se passe. Oui, non, c'est vraiment risible de penser que les agriculteurs feraient des dégâts parce qu'ils ont tout intérêt à bien faire les choses, puisque ça doit être rentable dans une industrie qui est incroyablement rusée. Donc oui, tu te tires une balle dans le pied si tu adoptes de mauvaises pratiques quand tu entends des choses comme « Oh, il ne reste plus que X récoltes ». Cela n'a rien à voir avec l'agriculture britannique, l'une des plus durables au monde. La majorité gère des systèmes performants et efficaces, malgré quelques brebis galeuses. Donc, vous ne diriez pas que votre couche arable meurt? Non, non, on a largement le temps maintenant. Eh bien, vous avez vu que dans certains endroits, notre couche arable n'est profonde que comme ça, mais elle est incroyablement saine. Et si vous en prenez soin, n'est-ce pas? Elle prendra soin de vous. Oui, c'est un mois de novembre très humide, donc nous n'avons pas tout planté. Nous voulons gérer un système biologique avec des cultures mixtes, des terres arables et des prairies qui dépendent les unes des autres pour faire fonctionner le système. Car il existe différents types, comme les qualités de sol. Oui, 1, 2 et 3, 1 étant le meilleur. Ici, nous sommes en catégorie 3, ce qui n'est pas idéal. Mais ensuite, la façon dont nous gérons la rotation et le plan de culture vise toujours à améliorer ce sol. Préservez le meilleur, sinon vous risquez rapidement des problèmes si vous ne faites pas attention. Par exemple, avec la charrue, labourer trop profond fait remonter de l'argile qui ne permettra rien de pousser. Quelle que soit la méthode, vous devez l'appliquer correctement. Nous avons 3 types de sols différents en catégorie 3, donc vous avez un sol caillouteux avec beaucoup de pierres, très facile à travailler, mais qui use davantage les machines. Ensuite, nous avons de l'argile limoneuse qui est facile à travailler, puis de l'argile vraiment lourde qui est très difficile à travailler, surtout une année comme celle-ci. Oui, ici c'était du blé et en fait, on a semé directement dedans. Les conditions semblaient favorables. Donc oui, pour être honnête, ça a très bien marché. Qu'est-ce que le semi-direct et pourquoi les gens commencent-ils à le pratiquer? Le semi-direct, c'est lorsque vous ne faites aucune préparation du sol avant de semer. Vous passez directement avec le semoir. Avec un sol comme celui-ci, vous aurez à nouveau des résultats très variables dans un système biologique. C'est plus favorable au labour parce que vous essayez toujours de réintégrer quelque chose dans le sol et de toute façon, nous labourerons très superficiellement, idéalement à une profondeur maximale de 10 cm. Le semi-direct avec tous les résidus en surface bouche le semoir. De meilleures technologies arrivent. Mais avec cette terre, vous voulez un bon contact entre la graine et le sol, et avec le semi-direct, vous ne l'obtenez pas toujours, principalement parce qu'il faut des conditions parfaites sur ce terrain pour que ça fonctionne, pour être honnête. Au bout du compte, par ici, sur un sol de classe 3, vous pourriez avoir la possibilité de faire du semi-direct sur 20% de votre exploitation ou 20% des cultures que vous implantez. Et la météo risque de changer. Et ensuite, il faut revenir aux méthodes plus anciennes. Donc, tout d'un coup, l'un des gros problèmes avec le semi-direct, c'est que beaucoup de ces semoirs coûtent très cher, allant de 70 000 à plus de 100 000 pour un neuf. Si vous investissez et ne pouvez pas l'utiliser, vous devrez revenir au labour. Utiliser un semoir combiné immobilise beaucoup d'argent dans ce système. Je dirais que l'une des différences les plus fascinantes, c'est que, par exemple, on est limité sur la quantité de fumier qu'on a le droit d'épandre chaque année. Et puis, donc, ce qu'on applique, disons, par mètre carré, comparé à ce que vous mettriez dans votre jardin, on en met probablement 10 fois moins là où il n'est plus permis d'épandre. À cause du lessivage dans les rivières, etc. Oui, ce qui est assez frustrant parce que c'est une politique très uniforme, si tu vois ce que je veux dire.
La façon dont on fait les choses ici est très différente de ce qu'il ferait sur les plaines pierreuses du Wiltshire, par exemple. Ce n'est pas un problème. Il faut s'adapter, mais oui, c'est une différence très intéressante. Ça avance bien. Donc ça, c'est du blé. Oui, du blé d'hiver, du blé meunier. Peut-être essayer d'éviter l'entrée du champ, mais la tournière a été semée plus tard, en gros. C'est pour la culture, pour Wild Farm. Ils font beaucoup de choses. Ils sont très axés sur l'agriculture régénératrice. Et il y a un ensemble de règles à suivre pour cultiver la récolte. Et l'une d'elles concerne la rotation des cultures. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en gros, si tu cultives du blé pour eux, tu dois avoir soit du trèfle blanc, soit une fève, en gros. Les légumineuses comme culture compagne avec le blé, c'est un bon système. Et je suis très intrigué de voir comment ça va fonctionner parce que toutes les recherches sur une culture de blé en association montrent que la résistance aux maladies est bien meilleure. Et encore, donc l'année dernière, c'était le gros problème que nous avions. Les maladies? Oui,